Le racisme est une construction sociale qui rend possible la perception d'une personne comme inférieure. Et cela facilite l'asservissement et son exploitation sans éprouver de culpabilité. C'est sur ce principe que l'Angleterre, la Belgique, la France et l'Allemagne ont construit leurs empires coloniaux. Ils ont conquis d'immenses territoires par la force et ont soumis les populations locales au travail forcé. C'est un homme d'affaires anglais, Cecil Rhodes, qui est considéré comme l'architecte de l'empire colonial britannique. En 1889, la reine d'Angleterre, la célèbre reine Victoria, lui accorde le droit d'exploiter l'or, le cuivre et le diamant dans un large territoire au sud de l'Afrique. Rhodes a formé une armée privée pour contrôler tout ce territoire. Cependant, les nombreux habitants locaux ont résisté. Ils ont mobilisé près de 100 000 hommes face aux 2000 hommes de Rhodes, mais grâce à des mitraillettes récemment inventées, les forces britanniques ont décimé l'armée locale. Ce fut un véritable carnage. Et plus tard, ces mêmes mitraillettes seront utilisées contre les Anglais dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Ce territoire africain a ensuite été nommé Rhodésie en honneur à Cecil Rhodes. Et pendant cette colonisation, les Londoniens profitent pleinement de l'électricité, alimentée par le cuivre qui est extrait des mines africaines. Ces mines produisent aussi des diamants qui génèrent d'importantes richesses pour certains, mais pas pour les habitants locaux. Au même moment, Léopold II, roi des Belges, déclare qu'une immense région d'Afrique, grande comme 20 fois la Belgique, constitue sa propriété privée, avec tous ses habitants, ses ressources naturelles, les animaux et même les plantes. Le Congo regorge de cuivre, essentiel pour les gaines électriques, et abonde de caoutchouc pour faire les pneus des voitures. Les Congolais sont contraints au travail forcé, avec des quotas d'extraction irréalistes. Pour faire respecter ces quotas, les soldats du roi prenaient des femmes en otage et ils les exécutent si ces quotas ne sont pas atteints. 10 millions de personnes ont été tuées ou torturées sous ce régime qui dura 23 ans. Le Congo passe ensuite entre les mains de l'État belge, qui l'administre pendant 52 ans, jusqu'à l'indépendance du pays, en 1960. D'autres nations européennes comme l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, l'Espagne et la France ont utilisé des méthodes coloniales similaires. En Afrique, en Inde et dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, Cambodge, Laos et Vietnam. Depuis leur indépendance en 1776, les États-Unis d'Amérique sont continuellement impliqués dans des conflits armés. Les empires dépendent de la guerre, de la même manière que les plantes dépendent de l'eau pour leur survie. La guerre présente plusieurs avantages pour les empires. D'abord, elle renforce l'unité du peuple. Elle maintient le pouvoir en place. Elle enrichit les élites et détourne l'attention des citoyens des véritables problèmes du pays. Voici pour vous un petit florilège de toutes les guerres menées par les États-Unis d'Amérique au XXe siècle. Entre 1903 et 1910, guerre à la Colombie, à la République dominicaine, au Honduras et à Cuba. Entre 1910 et 1920, occupation du Mexique et de Haïti, et bien sûr participation très active à la Première Guerre mondiale en Europe. Entre 1920 et 1940, il y a eu plein de débarquements en Chine et au Nicaragua, et puis bien sûr la Deuxième Guerre mondiale, participation active des USA avec le lancement des bombes atomiques au Japon qui ont fait plus de 200 000 morts. Alors juste après la Deuxième Guerre mondiale, entre 1945 et 1960, alors là c'est un florilège de guerre, il y a eu des interventions armées, alors je suis obligé de prendre des notes, aux Philippines, en Grèce, en Corée, en Iran, au Guatemala, en Indonésie, au Liban. Entre 1960 et 1980, alors là c'est 10 ans de guerre du Vietnam, qui était l'invasion de ce pays par les USA. Ça a fait 1 500 000 morts et il y a eu plus de 7 tonnes de bombes américaines qui ont été déchargées, déversées sur ce pays. Entre 1980 et 2000, il y a eu l'invasion du Panama et la destitution de nombreux gouvernements dans plein de pays en Amérique du Sud. Il y a eu à cette période beaucoup de bombardements au Liban et des destitutions aussi aux Philippines. Et puis bien sûr, c'est la première guerre du Golfe avec des bombardements sur l'Irak. Et ensuite, surtout cet embargo sur la nourriture et les médicaments qui a fait plus de 1 million de morts en Irak. Depuis l'an 2000, c'est la deuxième guerre du Golfe. Les USA envahissent l'Irak et font dans cette guerre plus de 1 million de morts. Et juste après l'Irak, il y a eu la guerre contre l'Afghanistan qui a duré 20 ans. D'abord une guerre perpétuelle, puis une occupation du territoire pour remplacer les talibans par les talibans. Ah, cette idée très occidentale d'apporter la démocratie par les bombes. Alors conclusion, voilà le prix que les autres doivent payer pour que les États-Unis d'Amérique préservent leur empire
intacte. Les USA sont vraiment au summum du cynisme et de la manipulation. Vous voyez, je me souviens quand j'étais à l'école, on m'avait appris que pendant la Première Guerre mondiale, le président des États-Unis, qui s'appelait Woodrow Wilson, a prononcé un grand discours plein de sagesse dans lequel il évoque les conditions d'une paix durable dans le monde. Il évoque le respect, il appelle au respect des peuples, au respect des nations. C'est ce qu'on appelle donc en histoire les 14 points de Wilson. Et parmi ces points, il y a le droit à l'autodétermination, le droit, la liberté qu'ont les peuples à se gérer eux-mêmes sans intervention extérieure. Mais ce que l'école ne m'a pas dit à l'époque, c'est que au même moment, en 1915, Wilson, le président des USA, part à la conquête d'Haïti. Il envoie 500 Marines littéralement armés jusqu'aux dents pour prendre le contrôle de cette île. Et la première chose qu'il fait, c'est évidemment de mettre la main sur tout le stock d'or d'Haïti. Les Marines installent directement la loi martiale. C'est l'armée qui contrôle toutes les institutions du pays et qui choisit un président à la botte des Américains. Ils vont réprimer durement toutes les oppositions. Et puis, ils vont prétendre que c'est une opération de maintien de l'ordre, retour à la paix, alors que c'est évidemment tout l'inverse, c'est une opération de colonisation, tout simplement. En plus, ils font changer les lois en Haïti, donc ils autorisent la possibilité à des étrangers d'acheter des terres, ce qui était strictement interdit depuis l'indépendance 1804 avec Dessalines. Et ils vont carrément inscrire dans la loi que les USA vont pouvoir superviser toute l'économie haïtienne. Donc, cette occupation a duré 20 ans, elle a complètement déstabilisé le pays pendant de longues années ensuite, et je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur la guerre perpétuelle que font les États-Unis au monde entier. C'est ce qu'on appelle le double discours de l'Occident et le cynisme de l'Empire américain. La délégation algérienne a jeté des fleurs dans la Seine lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, en hommage aux Algériens noyés dans la Seine en 1961. Mais que s'est-il passé ce 17 octobre 1961 à Paris? Eh bien, un véritable massacre colonial, un crime d'État commis au cœur de la capitale. En 1961, nous sommes en pleine guerre d'Algérie, une guerre intense, terrible et meurtrière. Et il y a aussi des morts parmi la police et les Algériens qui s'affrontent à Paris même pendant cette guerre. À l'été, la France négocie avec les Algériens en vue d'une prochaine indépendance. C'est le moment des divisions entre les Français partisans de l'Algérie française et ceux qui veulent au contraire l'Algérie indépendante. Et même au sommet de l'État, Charles de Gaulle n'est pas en phase avec son Premier ministre Michel Debré, qui est un fervent partisan de l'Algérie française. Ce jour-là, Paris impose un couvre-feu, interdiction de sortir le soir pour tous les Français musulmans. La Fédération de France du FLN appelle à manifester contre ce couvre-feu. Des dizaines de milliers d'Algériens manifestent et marchent tranquillement dans les rues de Paris. Ils savent que c'est périlleux et ils choisissent de manifester pacifiquement. Ils ne portent donc aucune arme, aucun couteau, ni absolument rien sur eux. C'est alors que le préfet de police, Maurice Papon, interpelle ces policiers et leur dit « Pour un coup reçu, vous en donnerez 10 ». Pour les policiers, c'est clair, c'est un permis de tuer. En quelques heures, 11 000 Algériens sont arrêtés et emmenés en fourgon de police. Il faudra même faire appel à des bus de la RATP tellement ils sont nombreux à être arrêtés. Ceux qui restent sont littéralement tués par balles. Les corps s'effondrent dans les rues de Paris. Certains Algériens sont jetés vivants dans la Seine. Ceux qui ne savent pas nager se noient. D'autres sont violemment battus à mort. Ces scènes atroces se déroulent sous les fenêtres des Parisiens. La police s'est donc déchaînée ce soir-là. Le lendemain, le bilan officiel fait état de 3 morts seulement. Mais le même jour, on repêche des cadavres dans la Seine. Et les témoins ont vu des dizaines de morts dans les rues de Paris. La presse demande des explications. Toute cette affaire est étouffée. Et le vrai bilan humain est totalement caché. Le préfet Papon couvre la police de toutes ses forces. Selon les historiens, on estime entre 50 et 150 victimes, peut-être même plus ce soir-là. Ce drame va retarder les négociations sur l'indépendance, mais quelques mois plus tard, ce sera les accords d'Évian et tout le monde veut définitivement tourner la page. Il faut savoir que ce même Maurice Papon a participé à la déportation des Juifs entre 1942 et 1944 au sein de l'État. Et il a été aussi un pacificateur colonial. En 1956, il prend en main la gestion de tout l'Est algérien et il utilise la torture et la répression pour le maintien de l'ordre. Bien plus tard, en 1998, il sera condamné, il fera de la prison. Le président Macron a décidé d'ouvrir les archives pour enfin tout savoir de ce drame. Et en mars de cette année 2024, l'Assemblée nationale a voté un texte pour instaurer une journée commémorative de ce massacre.
Il fut un temps où les papes à Rome avaient des maîtresses, des femmes avec qui ils avaient parfois même des enfants. Oui, c'est étonnant quand même parce qu'en principe, les papes, comme tous les hommes d'église, font des vœux d'abord de célibat, donc ils ne peuvent pas se marier, et des vœux d'abstinence, donc ils ne peuvent pas avoir de relations intimes. Et si je vous mets le drapeau ici de la papauté, le drapeau de la Cité du Vatican, c'est parce que les papes régnaient sur un territoire exactement comme un roi. Ils avaient une armée, ils avaient un territoire à défendre et parfois même des conquêtes à entreprendre, des conquêtes de territoire. Le pape était comme un roi. Et tout comme les rois, les papes aussi, en tout cas certains papes voulaient avoir des maîtresses, des enfants, etc., une descendance même. Le plus connu c'est lui, c'est Rodrigo Borgia qui est devenu pape aux alentours de 1490 sous le nom d'Alexandre VI. Et alors lui, il avait plusieurs maîtresses, il a eu beaucoup d'enfants. Les deux plus connus sont César Borgia et Lucrèce Borgia. Donc ce pape-là a reconnu ses enfants, il a reconnu César officiellement comme étant son fils. D'habitude, ça ne se faisait pas, c'était toujours caché, c'était illégitime, mais là, il a carrément reconnu qu'il avait un fils officiel qui est César. Alors César Borgia et Lucrèce Borgia ont laissé dans l'histoire des mémoires sulfureuses, mais il faut savoir aussi que Borgia, son oncle, était pape avant lui. Donc c'est déjà une succession presque familiale. Et Borgia avait même imaginé créer une dynastie papale, c'est-à-dire devenir pape de père en fils, ce qui est complètement inouï puisque les papes sont élus et n'ont pas d'enfants. Donc lui est allé complètement à contresens de la logique d'un pape. Alors quand Borgia a eu 54 ans, il a choisi une nouvelle maîtresse qui n'avait que 15 ans. Et puis on raconte qu'il organisait des soirées pas très catholiques, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il faut comprendre que les papes avaient des projets politiques à l'époque et non pas des projets religieux. Ici, vous avez les États pontificaux, donc c'était le territoire qui appartenait au pape. Vous voyez, dans l'Italie qui n'était pas unifiée. Là, vous avez le duché de Toscane. Et les papes agissaient comme des pouvoirs royaux. Et Borgia, d'ailleurs, voulait unifier l'Italie à travers les États pontificaux. C'est Napoléon Bonaparte qui mettra fin aux États pontificaux quand il va envahir l'Italie et rentrer dans Rome. Il va même capturer le pape et l'emprisonner en France. Et il faudra ensuite attendre à la chute de Napoléon, les États pontificaux seront réinstallés. Et puis c'est Mussolini qui finalement signera un accord avec le Vatican pour faire du Vatican la cité qu'on connaît aujourd'hui, qui est au cœur de Rome. La France a colonisé l'Algérie au XIXe siècle de manière brutale et féroce. Les Algériens ont résisté pendant des années. La cruauté et la barbarie de l'armée française ont fini par vaincre les soldats algériens. La stratégie française de la terre brûlée a tout rasé, tout exterminé, anéantissant un tiers de la population, soit 1 million d'Algériens, selon certains historiens. Le maréchal français Thomas Robert Bugeaud écrit dans son livre de souvenirs de la conquête d'Algérie, je cite: « Il faut détruire les villages, couper les arbres fruitiers, brûler ou arracher les récoltes, vider les silos, fouiller les ravins, les roches et les grottes pour saisir les femmes, les enfants, les vieillards, les troupeaux et le mobilier. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut faire capituler ces fiers montagnards. Allez tous les ans, brûler les récoltes ou bien exterminez-les jusqu'au dernier. Si ces gredins se retirent dans des cavernes, fumez-les à outrance comme des renards. » Je ferme la citation. Enfumer, c'est une méthode d'extermination qui consiste à allumer un grand feu à l'entrée d'une grotte pour y asphyxier les gens qui s'y cachent. Bugeaud est doté d'une armée de 100 000 hommes, ce qui est considérable à l'époque. Il doit combattre la résistance de l'émir Abdelkader. Pour les Algériens, l'arrivée de la civilisation française a un goût amer. Pendant cette longue période de colonisation, les Algériens musulmans étaient certes français, puisque l'Algérie était un département français. Mais les musulmans n'avaient pas du tout les mêmes droits que les citoyens français. Ils sont soumis au statut de l'indigénat qui garantit aux populations algériennes la nationalité française, mais sans les droits attachés à cette citoyenneté, comme par exemple la liberté d'expression, le droit de vote, etc. Et ils sont soumis à des dispositions répressives de type arrestation arbitraire, corvée, etc. Ils étaient soumis à un régime spécial et des restrictions sévères. Par exemple, interdiction de se réunir sans autorisation, interdiction de critiquer la France, interdiction de voyager la nuit, interdiction de voyager sans autorisation. L'administration coloniale pouvait les punir sans procès et il le faisait souvent avec une grande brutalité. Ils pouvaient demander à devenir pleinement citoyens, mais pour cela, il leur fallait renoncer à l'islam, et c'était inacceptable et surtout considéré comme une trahison par rapport à leur religion et à leurs coutumes. Ainsi, pendant toute la colonisation, seulement quelques milliers d'Algériens ont pu accéder à ce statut.
Dans les campagnes, la colère grandit également. Avant l'arrivée des Français, la terre n'était pas la propriété exclusive d'une personne ou même d'un groupe. Le travail agricole et les récoltes étaient répartis équitablement. Avec la colonisation, les colons avaient le droit de confisquer ou d'acheter à bas prix les meilleures terres agricoles. En un siècle, ils se sont appropriés la moitié des terres cultivables, nourrissant les rancœurs et notamment celles des notables ruraux. D'ailleurs, des figures importantes de l'indépendance comme Ben Bella, Belkacem et Boudiaf sont issues de cette élite rurale dépossédée. Dans le domaine de l'éducation, les colons rechignent à financer la scolarisation des Algériens, craignant que l'éducation ne les encourage à se révolter. Les enfants des colons allaient tous à l'école, alors que les enfants musulmans n'y avaient que très rarement accès. Face à ce manque d'opportunités, les Algériens étaient souvent obligés de vivre de petits emplois ou de subir le chômage. De plus en plus de musulmans algériens quittent alors l'Algérie pour la métropole où les salaires sont 2 fois plus élevés qu'en Algérie. Pendant la Première Guerre mondiale, 120 000 Algériens sont recrutés pour aller combattre pour la France. Après la guerre, l'armée française continue d'incorporer des milliers d'autres Algériens. Le jour de la victoire, le 8 mai 1945, les Algériens manifestent à Sétif pour célébrer l'événement et pour réclamer des droits à une plus grande autonomie, comme cela avait été promis par la France libre. Les manifestants vont sortir quelques drapeaux algériens. L'armée coloniale a toujours interdit aux Algériens d'agiter un drapeau national. Donc un soldat français tire et tue un manifestant algérien. Cet événement déclenche des émeutes. Des Français sont tués, 102 au total, mais la répression est féroce. Entre 15 000 et 40 000 Algériens sont massacrés en quelques semaines. Les ordres viennent du gouvernement provisoire, dirigé par un certain Charles de Gaulle. La France a officiellement reconnu ce massacre en 2005 et a décrit cet événement comme une tragédie inexcusable. La pression indépendantiste est lancée ce jour-là et elle grandira sans cesse jusqu'à ce jour de novembre 1954. Et oui, le 1er novembre 1954, c'est le début de la guerre d'Algérie. Cette guerre d'indépendance commence avec une série d'attentats. À cette époque, l'Algérie comptait environ 1 million de citoyens français, principalement d'origine européenne, et 9 millions de Français musulmans. La guerre a commencé en 1954 et elle dure depuis déjà 3 ans quand les indépendantistes du FLN s'engagent pour prendre Alger aux mains des Français. Alger est dans un climat d'émeute et de révolte. La bataille d'Alger est un épisode sanglant de cette longue et terrible guerre d'Algérie. En fait, c'est surtout une gigantesque opération de répression militaire qui a lieu dans la capitale algérienne en 1957. Guy Mollet, le président du Conseil, donc le Premier ministre, dit que la France ne permettra jamais que les Algériens d'origine européenne abusent de leur avantage économique en exploitant les musulmans. Mais il dit aussi que la France n'acceptera pas que les musulmans, par leur nombre, expulsent la minorité européenne. Et il finit par le classique « La France n'abandonnera pas l'Algérie ». Paris veut serrer la vis à Alger et défaire le FLN. Les députés votent les pouvoirs spéciaux qui donnent au gouvernement tous les moyens d'agir en Algérie, y compris par des mesures exceptionnelles pour maintenir l'ordre. Les effectifs engagés en Algérie vont doubler et passer à 400 000 hommes. L'été 1956, la première bombe qui explose à Alger n'est pas l'œuvre du FLN. C'est un petit groupe d'extrême droite, très Algérie française, qui fait exploser une maison de la Casbah. Le FLN va répliquer avec à sa tête un certain Larbi Ben Midi. C'est l'un des 6 chefs historiques du FLN. Il recrute également des femmes comme Jamila Bouhired qui vont servir d'agents de liaison. Ils n'ont pas d'armes, alors ils achètent des armes rouillées ou ils récupèrent des armes datant de 1942, de l'époque du débarquement anglo-américain en Algérie. Le 30 septembre, en fin d'après-midi, des bombes explosent dans des cafés fréquentés par des jeunes Européens, à la cafétéria et puis au Milk Bar. Il y a des morts et beaucoup de blessés mutilés. Le pouvoir politique fait appel à l'armée pour rétablir l'ordre à Alger. Fin décembre, la 10e division de parachutistes débarque à Alger. Beaucoup d'entre eux, à commencer par le général Massu, ont servi dans la France libre. Plusieurs ont été des résistants ou déportés. Au cours d'une vaste opération, la Casbah est bouclée par 7000 hommes. Et les forces de police, sous la surveillance d'hélicoptères, fouillent toutes les rues étroites et toutes les maisons. De grandes quantités d'armes sont saisies et une imprimerie clandestine est découverte. Près de 500 arrestations sont effectuées. La Casbah est contrôlée jour et nuit, les habitants sont interrogés et à partir de ces informations, les parachutistes remontent jusqu'aux têtes de l'organisation du FLN. Le FLN, le Front de Libération Nationale, qui veut l'indépendance de l'Algérie.
Des opérations nocturnes sont menées pour arrêter des suspects, et toujours sous le contrôle de l'armée. Chaque régiment prend en charge une partie de la ville et commence à cartographier l'organisation du FLN. À Alger, les bombes explosent un peu partout. Les parachutistes français mènent une lutte acharnée contre les réseaux du FLN. Les Français vont utiliser la torture qui va devenir systématique. De nombreux suspects sont torturés à l'électricité et des opérations de nettoyage sont menées dans la Casbah. La corvée de bois était le nom qui était donné aux exécutions sommaires. On emmenait en pleine campagne un groupe de prisonniers pour effectuer des récoltes de morceaux de bois, et là on faisait mine de leur rendre leur liberté et on les abattait comme des lapins. En mars 1957, Ben Midi est capturé par les parachutistes. Son arrestation marque la fin de la première phase de la bataille d'Alger. Le FLN est en grande partie démantelé, mais les méthodes utilisées, notamment la torture, soulèvent de très nombreuses critiques. En effet, la torture a été pratiquée à grande échelle par l'armée française pendant toute la guerre d'Algérie. Pourtant, cette pratique est officiellement interdite depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1948 et aussi les conventions de Genève de 1949. La torture la plus courante était surnommée la gégène. Le mot vient des génératrices utilisées pour produire de l'électricité et pour la diffuser dans tout le corps. La violence était pratiquée dans des centres dirigés par les parachutistes du général Massu. Ce sont des lieux spécialisés dans la torture. Beaucoup de responsables politiques étaient au courant et ils ont laissé faire. Ils ont accepté l'idée selon laquelle la torture était nécessaire pour lutter contre le FLN. L'armée la justifiait en prétendant qu'elle était le meilleur moyen pour obtenir des renseignements. Des milliers d'Algériens musulmans ont subi ces interrogatoires. Il y a eu des oppositions à la torture au sein de l'armée française. C'est le cas du général de Bollardière qui demande en 1957 à être relevé de son commandement en Algérie car il refuse l'utilisation de la torture. Il sera enfermé pendant 2 mois et il sera mis sur la touche. En 2007, un carrefour général de Bollardière a été inauguré à Paris afin de rendre hommage à son courage. Beaucoup de soldats français seront brisés et rongés par la culpabilité et la honte d'avoir été des bourreaux, ou même simplement des témoins de ces cauchemars bien réels. De grands intellectuels français se sont mobilisés contre les pratiques de l'armée française en Algérie. Un livre bouleversant a été écrit par Henri Alleg en 1958, intitulé « La question ». Henri Alleg est un journaliste à Alger qui a subi lui aussi l'électrocution par les parachutistes pour avoir soutenu l'indépendance de l'Algérie. Son récit choque l'opinion publique et lance un débat national. Des prêtres, des journalistes, des intellectuels font entendre leur voix, y compris les plus célèbres comme Malraux, Mauriac et Jean-Paul Sartre. Alors certes, la bataille d'Alger est une victoire militaire, mais une terrible défaite morale qui va laisser des stigmates pendant longtemps dans la société française. Le FLN a perdu une bataille, mais pas la guerre, puisqu'elle deviendra indépendante en 1962. Tout bascule le 8 janvier 1961. Le pouvoir gaulliste organise un référendum sur l'autodétermination de l'Algérie. 75% des Français votent pour, aussi bien en métropole qu'en Algérie. Ce jour marque le début du processus d'indépendance. Les Français qui veulent garder l'Algérie française se sentent trahis par De Gaulle et entrent alors en résistance. 1 mois plus tard, des politiques et des militaires créent l'OAS, Organisation Armée Secrète, dans le but de torpiller ce processus d'indépendance. Ces hommes sont tous proches de l'extrême droite, ils sont attachés à l'Empire français et à la domination sur les peuples. Ces militaires ont tous fait la guerre d'Indochine qui a été perdue par la France. Ils sont tous des résistants gaullistes. Le sigle OAS fait référence au sigle AS, qui est l'armée secrète créée en 1942 pour résister à l'occupation allemande. 2 mois après la création de l'OAS, c'est le fameux putsch des généraux. 4 généraux français prennent le pouvoir à Alger par la force et ils s'opposent au pouvoir à Paris. Ce coup d'État se révèle vite être un échec. Parmi ces 4 généraux, il y en a 2 qui vont entrer en clandestinité dans l'OAS. C'est Raoul Salan et Edmond Jouot, qui est un pied noir d'Algérie. L'OAS se déchaîne et fait un carnage. Elle répand la terreur à Alger, à Oran et dans d'autres villes. Des fusillades sauvages, des éliminations ciblées, des attentats à la bombe pour toucher des civils, des sabotages contre des écoles et des bâtiments publics. Il y a beaucoup de morts et beaucoup de dégâts. Et puis viennent les accords d'Évian en mars 1962. Ils mettent un terme au conflit armé entre l'État français et le FLN, le Front de Libération Nationale. C'est plié, l'Algérie sera indépendante dans quelques mois. Alors la violence aveugle de l'OAS monte en intensité.
L'OAS va même faire des attentats à Paris contre des personnalités ciblées, notamment un attentat qui vise André Malraux, le célèbre ministre de la Culture de Charles de Gaulle. L'attentat est raté car Malraux n'était pas chez lui, mais c'est une petite fille de l'étage du dessous qui prend les éclats de la bombe et qui devient aveugle. Les Français sont horrifiés par cet attentat et manifestent dans les rues de Paris. C'est alors que le préfet de police, Maurice Papon, fait charger la police, qui tabasse avec férocité les hommes et les femmes qui manifestent ce jour-là pour la paix en Algérie. Il y aura 9 morts et 250 blessés. C'est le fameux massacre au métro Charonne. Les Français n'en peuvent plus et attendent tous avec impatience l'indépendance de l'Algérie. Dans le même temps, en Algérie, des partisans de l'Algérie française descendent dans la rue. Et cette fois, c'est l'armée française qui tire sur des compatriotes français. C'est la fusillade de la rue d'Isly où 60 personnes sont tuées. En 1962, quelques semaines avant la proclamation de l'indépendance, l'OAS pratique la politique de la terre brûlée. Il ne faut rien laisser aux Algériens, il faut tout détruire, tout raser. L'OAS incendie la bibliothèque d'Alger. À Oran, c'est la mairie, la bibliothèque municipale et 4 écoles qui sont détruites à l'explosif. Dans le port d'Oran, les réservoirs à mazout sont plastiqués et 50 millions de litres de carburant brûlent. Les flammes montent à 150 mètres de hauteur, la ville est plongée dans le noir. Il y aura aussi des tirs de mortier, c'est une atmosphère d'apocalypse. Le jour de l'indépendance, l'OAS est déjà en déliquescence. Elle est infiltrée par le pouvoir gaulliste qui réussit à démanteler cette organisation. Mais les militaires vont se venger du général de Gaulle et de sa trahison. Ils tentent de l'assassiner par une rafale de mitraillettes sur sa voiture. Les balles vont passer très près de la tête du président français. C'est le célèbre attentat du Petit Clamart à côté de Paris. On peut dire que l'esprit de l'OAS survit à travers les partis d'extrême droite. Le premier coup d'éclat de cette mouvance extrême, c'est l'élection présidentielle de 1965 avec le premier candidat d'extrême droite, Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Il est avocat et il défend les chefs de l'OAS et notamment le général Salan. À l'époque, son directeur de campagne s'appelait Jean-Marie Le Pen. Il reste à parler du dernier tabou sur la guerre d'Algérie dont personne ne veut jamais parler. Tellement le traumatisme est énorme, ce sont les camps de regroupement. Pendant la guerre d'Algérie, la France va prendre une décision tragique et terrifiante. Il faut vider les villages d'Algérie de leurs habitants. Les camions militaires arrivent dans les villages et embarquent de force tous les habitants pour ensuite les installer dans des camps improvisés, des villages de tentes ou des cabanes de fortune. Les villages, une fois vidés de leurs habitants, sont détruits ou brûlés pour ne laisser aucun refuge possible pour les combattants du FLN. C'est un déplacement forcé et massif de population. On peut clairement appeler cela de la déportation. L'objectif de l'armée est de soustraire les Algériens à l'influence du FLN et de laisser la place nette à l'armée. Il y a aussi des zones interdites qui sont créées où toute personne qui traverse est abattue sur le champ et sans sommation. On crée des camps d'internement pour les musulmans jugés dangereux ou proches du FLN. Des dizaines de milliers d'Algériens se trouvent ainsi placés dans des camps sans aucun jugement. Certains centres d'internement sont même installés sur le territoire de la métropole, dans l'Aveyron, dans le Gard ou dans la Marne. Il y a eu plus de 3700 camps de regroupement. On estime que 3 millions d'Algériens ont été déplacés, soit 50% de la population rurale de l'époque. Les conditions de vie dans ces camps de regroupement sont inhumaines. La nourriture est insuffisante, les conditions sanitaires sont rudimentaires et la mortalité infantile est très importante. En 1959, un certain Michel Rocard, qui est un jeune fonctionnaire à l'époque, est très choqué de ce qu'il a vu dans ces camps. Il écrit d'ailleurs un rapport au délégué général en Algérie. Mais il faut attendre que la presse s'en empare pour que l'opinion française réagisse à ce scandale. Les Français sont sous le choc. La comparaison avec les camps de concentration est évoquée. Des témoins racontent la misère absolue dans les camps. Les enfants et les bébés mouraient de faim, il n'y avait pas de vêtements, il y avait trop peu de nourriture, l'isolement était total, il y avait un véritable dénuement et le traumatisme est immense. Des hauts fonctionnaires, des militaires, plein de Français ont dénoncé cela. Alors le gouvernement décide de réagir et transforme ces camps en villages organisés, avec une école, des maisons habitables, un médecin, etc. Mais les familles restent entassées dans des maisons rudimentaires avec des fils barbelés tout autour. Au final, pendant toute cette guerre d'Algérie, 1,5 million de jeunes Français sont allés combattre. La plupart des sources s'accordent sur un bilan humain estimé à 500 000 morts. Des centaines de milliers de personnes sortent de cette guerre blessées ou handicapées. C'est véritablement une immense tragédie humaine. La France gardera la main sur le pétrole algérien pendant de longues années après l'indépendance et surtout, elle encouragera l'immigration des Algériens vers la France. En effet, il faut beaucoup de main-d'œuvre pour faire tourner nos usines et pour la construction des bâtiments car les Français ne veulent plus faire ce travail pénible et déconsidéré.
Pendant des décennies, des centaines de milliers d'Algériens viendront travailler pour Renault, Peugeot, Citroën dans le bâtiment et tous les travaux publics. Les Algériens font clairement partie de l'histoire ouvrière française. Les présidents successifs de l'Algérie, depuis 1962, ont tous été des acteurs de cette guerre d'indépendance. C'est dire si cette guerre a profondément marqué le pays. L'homme qui serre la main du général de Gaulle à l'Élysée s'appelle Omar Bongo. Et s'il a été reçu dans le bureau du président de la République française, c'est pour une raison bien précise. Il vient d'être désigné comme le prochain président de la République du Gabon. Un pays pourtant devenu indépendant en 1960, mais qui reste clairement sous le contrôle de la France. En 1967, Bongo prendra la succession de Léon Mba, le tout premier président de la République gabonaise, placé lui aussi par la France au moment de l'indépendance. Le Gabon était une colonie française depuis 1886, avec d'immenses ressources forestières et des mines d'uranium. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est le pétrole qui abonde dans ce pays. 200 000 barils de pétrole sont extraits chaque jour du sol gabonais et le pays est aussi deuxième producteur mondial de manganèse. Et il faut du manganèse pour les batteries électriques et pour l'industrie automobile. Alors le deal entre Bongo et la France est simple. Le pétrole, c'est pour Paris, en échange d'une protection militaire du régime gabonais. Paris d'ailleurs montrera à plusieurs reprises que les opposants politiques au Gabon seront traqués et liquidés par les services secrets français. Bongo interdit tous les autres partis politiques et installe un pouvoir très autoritaire. Il a même travaillé un temps pour les services secrets français, donc il connaît très bien tous les rouages de la France-Afrique. Son prénom de naissance est Albert. Devenu président, il se fait baptiser dans l'unique but d'obtenir une audience auprès du pape. Et puis plus tard, il se convertira à l'islam et deviendra Omar Bongo. Bongo dira lui-même dans le journal Libération en 1996 « L'Afrique sans la France, c'est une voiture sans chauffeur. La France sans l'Afrique, c'est une voiture sans carburant ». Dans la fameuse affaire Elf Aquitaine, on apprend que ce grand groupe pétrolier français lui reverse directement un pourcentage pour chaque baril de pétrole. La juge Eva Joly trouvera les preuves de ces accords secrets. Bongo accumule des milliards et il financera tous les présidents de la Ve République en France. En 2011, Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères, dira « Tous les chefs d'État francophones africains ont financé la classe politique française ». Malgré un PIB équivalent à celui du Portugal, le Gabon ne construit que 5 km de routes par an et possède le taux de mortalité infantile parmi les plus élevés du monde. Et la misère dans ce pays reste stagnante. Omar Bongo sera réélu 5 fois de suite, il va régner plus de 40 ans. À sa mort en 2009, son propre fils Ali Bongo est nommé président après une élection très contestée. À l'élection de 2016, Ali Bongo est réélu, mais personne n'y croit. D'ailleurs, Jean Ping, son adversaire, célèbre déjà sa victoire. Ses partisans descendent dans la rue pour crier à la fraude électorale. Ali Bongo fait tirer à balles réelles sur le QG de son opposant Jean Ping. Finalement, l'année dernière, en 2023, l'armée renverse Ali Bongo par un coup d'État. La foule est en liesse, certains disent que c'est enfin le vrai jour de l'indépendance. La France va tout faire pour rétablir le pouvoir des Bongo, au nom, bien sûr, de la démocratie. Alors voici ce qu'écrit fièrement le maréchal Bugeaud dans ce livre de souvenirs de la conquête d'Algérie, une colonisation qui a été sanglante et barbare. C'est écrit en 1845, alors que la conquête a commencé 15 ans plus tôt, mais les Algériens résistent avec beaucoup de force et d'organisation face à l'envahisseur français. Alors voilà, je cite ce qu'il a écrit. Il faut s'approfondir sur le territoire de chaque tribu. Il faut s'arranger de manière à avoir assez de vivres pour y rester le temps nécessaire pour détruire les villages, couper les arbres fruitiers, brûler ou arracher les récoltes, vider les silos, fouiller les ravins, les roches et les grottes pour saisir les femmes, les enfants, les vieillards, les troupeaux et le mobilier. Il ajoute « Ce n'est qu'ainsi qu'on peut faire capituler ces fiers montagnards, aller tous les ans brûler les récoltes ou bien exterminer-les jusqu'au dernier. Si ces gredins se retirent dans des cavernes, fumez-les à outrance comme des renards. » Alors, enfumer, c'est une méthode d'extermination qui consiste à allumer un grand feu à l'entrée d'une grotte pour y asphyxier les gens qui se cachent dedans. En fait, Bugeaud est envoyé en Algérie pour combattre la résistance de l'émir Abdelkader. Bugeaud est doté d'une armée de 100 000 hommes, ce qui est considérable à l'époque. D'ailleurs, au départ, il y va pour remplacer un général français qui est jugé trop tendre avec Abdelkader. Bugeaud promet la conquête totale du territoire et la confiscation de toutes les terres et la soumission des Algériens.
Et là, il se rend coupable des pires atrocités et d'actes de barbarie. C'est ce que les colons vont appeler de tout temps la pacification. Bugeaud utilise la politique de la terre brûlée, mettant le feu aux terres, aux habitations et au bétail. Cette violence qui est sans limite suscite quand même de nombreuses réactions. Vous avez des journaux anglais, français et allemands qui sont littéralement scandalisés. Et à Paris, il y a de nombreux hommes politiques qui interpellent Bugeaud à la Chambre et qui lui demandent de s'expliquer sur ces horreurs et ces atrocités. Mais finalement, après la reddition d'Abdelkader en 1847, Bugeaud sera considéré comme un héros en France. Et à peine 2 ans plus tard, Bugeaud va mourir du choléra. Le Cameroun, c'est l'exemple parfait de la fausse indépendance et de la France-Afrique. La colonisation du Cameroun a commencé à la conférence de Berlin 1884. Toutes les grandes puissances européennes sont réunies par le chancelier Bismarck. Et là, vous voyez sur ce dessin une caricature de l'époque qui montre comment les Européens se sont découpés le gâteau africain. Alors, ils appliquent tous le principe du premier arrivé, premier servi. L'idée qui prévaut lors de cette conférence, c'est assez hallucinant aujourd'hui d'imaginer qu'en fait les Européens, les colons partent de la côte atlantique de l'Afrique et s'enfoncent à l'intérieur du pays. Et puis ils décident que dès qu'il y a un colon qui rencontre un autre pays colonisateur, alors ils tracent une frontière et ils disent « ici ce sera à moi, au-delà de cette frontière, ce sera à toi ». L'Allemagne s'empare du Cameroun pour en faire un protectorat qui est géré de façon féroce. Les populations locales sont soumises au travail forcé et au châtiment corporel. Certains sont enfermés en cage, étudiés comme des animaux et expédiés dans ces fameux zoos humains dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo en Allemagne et dans d'autres pays européens. L'Allemagne perd la guerre en 1918 à la Première Guerre mondiale et le Cameroun lui est alors retiré par la Société des Nations qui attribue cette colonie à la France sous la forme d'un protectorat à nouveau. Pendant les 20 premières années, la France s'emploie à liquider toutes les rébellions qui ont lieu surtout dans le nord du pays. La pacification de cette région s'accompagne de massacres et de pillages récurrents. Oui, alors le mot pacification est un mot régulièrement employé par les colons pour désigner de manière très cynique l'asservissement total des populations par la violence. Dans les années 1950, les indépendantistes du Cameroun fondent l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Clairement, la France n'en veut pas et des milliers de Camerounais qui vont soutenir cette indépendance seront emprisonnés et torturés. Les leaders de l'UPC seront assassinés. L'armée française procède alors à des années entières de répression très violente. Bombardements, escadrons de la mort, lavage de cerveau, torture, etc. Tout a été employé pour casser l'indépendance. Finalement, en 1960, la France optera pour une indépendance de façade et choisira un leader qui lui est très favorable. L'élu s'appelle Amadou Ahidjo. Les élections sont truquées et il est élu en 1960 le premier président de la République. Tous les ministres sont assistés par un conseiller spécial français qui vont évidemment prendre toutes les décisions politiques. Mais les indépendantistes ne se laissent pas faire et c'est une véritable guerre civile qui commence puisque le président est soutenu par la France, mais les indépendantistes, eux, veulent toujours la véritable indépendance. De 1955 à 1971, c'est ce qu'on appelle la guerre du Cameroun et c'est une guerre civile sanglante et terrible. Dans le même temps, des milliards de dollars de la richesse du pays sont détournés pour finir dans des coffres-forts, bien souvent en Suisse. Il faut dire qu'il y en a beaucoup des ressources stratégiques au Cameroun. Il y a évidemment du pétrole, du gaz, du bois précieux, du café, coton, cacao, maïs et manioc. De 1960 à 1982, c'est donc la dictature et le parti unique de Ahidjo. Et puis en 1982, Paris décide qu'il faut un autre président qui cette fois va s'appeler Paul Biya. Ce nouveau président, dès qu'il arrive au pouvoir, il applique directement les directives du FMI, le Fonds monétaire international, et de la Banque mondiale, qui vont exiger de réduire le poids de l'État, de réduire les dépenses de l'État pour finalement appauvrir le pays. Il va y avoir des privatisations, des réductions des dépenses sociales. Rendez-vous compte que les fonctionnaires vont perdre 60% de leur salaire. En général, quand le FMI débarque dans votre pays, c'est pour vous enfoncer dans la misère. Paul Biya a aujourd'hui 91 ans, il est au pouvoir depuis 1982, c'est le plus vieux chef d'État du monde. Il ne travaille plus jamais et le Conseil des ministres se réunit une fois par an. On le sait maintenant, c'est son fils qui prendra le relais. On appelle ça du népotisme. Aujourd'hui, le Cameroun est un grand pays de 30 millions d'habitants. Plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Cette nouvelle génération, aujourd'hui désespérée, prendra son destin en main et sauvera son pays. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci à vous. C'est le dernier tabou sur la guerre d'Algérie dont personne ne veut jamais parler, tellement le traumatisme est immense.
ce sont les camps de regroupement. En 1956, la guerre d'Algérie fait rage. Les combats entre le FLN, le Front de Libération Nationale algérien, et l'armée française sont intenses. Le gouvernement de Paris prend des mesures exceptionnelles. Toutes les libertés individuelles en Algérie sont suspendues. L'armée est chargée d'écraser les rebelles et de protéger la population européenne. La France prend alors une décision tragique et terrifiante. Il faut vider les villages d'Algérie de leurs habitants. Les camions militaires arrivent alors dans les villages algériens et embarquent de force tous les habitants pour ensuite les installer dans des camps improvisés. Ce sont des villages de tentes ou des cabanes improvisées. Les villages vidés sont souvent détruits pour ne laisser aucun refuge au FLN. C'est un déplacement forcé et massif de population. On peut aussi appeler ça de la déportation. L'objectif de l'armée est de soustraire les Algériens à l'influence du FLN et de laisser la place nette à l'armée dans de vastes zones géographiques. Il y a aussi des zones interdites qui sont créées où toute personne qui traverse cette zone est immédiatement abattue sur le champ et sans sommation. Il y a aussi des camps d'internement qui sont créés pour enfermer tous les Algériens qui sont jugés dangereux ou proches du FLN. Des dizaines de milliers d'Algériens se trouvent ainsi placés dans ces camps sans aucun jugement. Certains de ces centres d'internement sont aussi installés en métropole, dans l'Aveyron, dans le Gard ou dans la Marne. Il y a eu plus de 3700 camps de regroupement. Près de 3 millions d'Algériens ont été déplacés de leur village vers ces camps. Cela fait 50% de la population rurale de l'époque. Les conditions de vie dans ces camps de regroupement sont inhumaines. La nourriture est insuffisante, les conditions sanitaires sont rudimentaires et la mortalité infantile est très importante. C'est tellement dramatique qu'en 1959, il y a un jeune qui s'appelle Michel Rocard, qui deviendra Premier ministre bien plus tard, qui visite ces camps de regroupement et il est tellement choqué qu'il rédige un rapport qu'il remet au délégué général de l'Algérie. Mais il faut attendre que la presse s'en empare pour que l'opinion française réagisse à ce scandale. Les Français sont sous le choc, la comparaison avec les camps de concentration est évoquée. Des témoins racontent la misère absolue dans ces camps. Les enfants, les bébés mouraient de faim, il n'y avait pas de vêtements. Il y avait trop peu de nourriture, l'isolement était complet. Ces populations étaient dans le dénuement total et le traumatisme était immense. Des hauts fonctionnaires, des militaires, plein de Français ont dénoncé cela à l'époque. Alors le gouvernement réagit et décide de transformer ces camps en village acceptable avec une école, un médecin, des maisons habitables, mais les familles restent entassées dans des maisons rudimentaires et les villages sont entourés de barbelés. Lors de cette guerre d'Algérie, 1,5 million de jeunes Français sont allés combattre là-bas. La plupart des sources s'accordent pour dire que le bilan humain de cette guerre d'Algérie s'élève à 500 000 morts. Des centaines de milliers de personnes sortent de cette guerre blessées, handicapés, traumatisés à vie. C'est véritablement une immense tragédie humaine. Vous connaissez tous ce billet vert, le fameux dollar américain, et notamment ce symbole-là qui est une pyramide. En fait, le billet vert est truffé de symboles, on va en parcourir quelques-uns, mais ces symboles expriment toute la fondation, l'origine même de ce pays, l'indépendance des 13 États, des premiers 13 États des États-Unis d'Amérique. Au départ, c'était une colonie anglaise, et puis ces 13 États se sont libérés de la domination anglaise pour créer un État, un pays indépendant qui sont les États-Unis d'Amérique. Ensuite, il y a eu beaucoup plus d'États, mais clairement, cette pyramide, c'est un symbole égyptien, bien sûr, mais c'est un symbole qui a perduré dans la franc-maçonnerie. Vous le savez, à la fois George Washington et la plupart des premiers présidents américains sont des francs-maçons qui ont perpétué cette symbolique. Ils ont été initiés dans cette franc-maçonnerie qui vient d'Angleterre. Donc, c'est l'Angleterre, effectivement, au départ, qui a institué ça aux États-Unis. Les États-Unis étaient, je vous le rappelle, une colonie anglaise. Donc, cette pyramide représente comme un symbole de perfection pour les pères fondateurs de ce pays. Ils avaient des grandes ambitions pour ce pays. Sur ce billet vert, on retrouvera le chiffre 13 partout. Le 13, c'est les 13 premiers États des États-Unis d'Amérique qui se sont unis contre l'Angleterre pour devenir indépendants. Donc dans cette pyramide, il y a 13 niveaux de pierres, si vous comptez bien. Il y a 13 rangées de pierres et cette pyramide est incomplète pour symboliser, signifier qu'il y aura prochainement d'autres États qui vont rejoindre l'Union. Au-dessus de cette pyramide, il y a le triangle avec un œil dedans, donc c'est l'œil qui voit tout, l'œil du Tout-Puissant ou l'œil du grand architecte pour rappeler la symbolique maçonnique.
Alors c'est un symbole très ancien qui vient d'Égypte. L'œil, on retrouve ça aussi chez les chrétiens. Dans beaucoup d'églises, vous verrez cet œil dans un triangle. Au pied de la pyramide, vous verrez un chiffre romain qui veut dire 1776, évidemment la date de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. En plein milieu, il y a écrit « In God we trust ». En traduction, ça voudrait dire « Nous avons confiance en Dieu ». C'est quand même incroyable qu'une référence à Dieu soit inscrite sur un billet, sur de l'argent. Il faut bien se rappeler que les États-Unis ont été fondés par des protestants qui venaient d'Angleterre. Et on peut dire qu'ils ont créé ce pays sous l'égide de Dieu. Dieu est invoqué systématiquement dans tout ce qui est entrepris aux États-Unis. Alors, autre symbole, de l'autre côté du billet, vous avez l'aigle impérial. Alors là encore, l'aigle a été, au départ, c'est un symbole d'impérialisme romain, c'est l'Empire romain qui a pris l'aigle comme emblème. Vous avez Napoléon aussi, qui a repris cet aigle comme emblème. Et aussi, les Américains se sont dit, pour un empire qu'on va créer, l'aigle nous paraît impeccable. Là encore, vous retrouvez le chiffre 13 partout. Au-dessus de l'aigle, il y a 13 étoiles. Et puis l'aigle tient 13 flèches dans sa patte. Et d'ailleurs, sur le drapeau américain, chacune des étoiles dans le drapeau, sur le fond bleu, vous avez des étoiles, et chacune de ces étoiles représente un des États unis d'Amérique. Et sur l'autre face du billet, quand vous tournez le billet vert, vous avez, sur les billets de $1, vous avez le portrait de George Washington, qui est le premier président élu des États-Unis d'Amérique. Mais après, sur chaque autre billet, que ce soit 5, 10, $100, vous avez d'autres figures emblématiques du pays. Ce livre donne les clés pour comprendre pourquoi l'Égypte des pharaons était une civilisation noire et pourquoi l'égyptologie du 19e siècle a tout fait pour éloigner cette civilisation de ses racines africaines. D'ailleurs, regardez les films sur l'Égypte antique, vous avez compris. Alors que la réalité des sculptures égyptiennes, ça ressemble plutôt à ça. Là, c'est le pharaon Thoutmôsis III, ici une jeune princesse égyptienne, et que dire des très célèbres pharaons Toutankhamon, Ramsès II et le fameux profil du Sphinx. L'auteur Cheikh Anta Diop est un historien, un linguiste, et il a obtenu un doctorat à la Sorbonne pour ses recherches sur cette Égypte africaine. Dans son livre, il rappelle que Hérodote, le fameux historien grec, affirmait il y a 2500 ans que les Égyptiens étaient noirs avec les cheveux crépus. L'auteur précise aussi que le continent africain est à la source de toutes les civilisations, à la fois africaines, mais aussi grecques et aussi romaines. L'égyptologie a été pendant très longtemps eurocentrée et influencée par les théories raciales du 19e siècle, qui voulaient que le blanc soit tout en haut de la pyramide de l'évolution. Depuis 20 ans, les archéologues trouvent de plus en plus de statues de pharaons noirs du Soudan, d'une immense beauté et d'un savoir-faire remarquable. Ces pharaons soudanais qui ont régné sur l'Égypte au tout début d'une grande civilisation qui trouve donc sa source au cœur du continent africain. Alors comme toujours en histoire, il y a des querelles d'historiens et d'égyptologues. C'est normal, à chacun de vous de creuser le sujet et de vous faire votre propre opinion. Ce livre est disponible en lien dans ma bio. Savez-vous que les 3 pyramides qui sont sur le plateau de Gizeh, dont la fameuse pyramide de Khéops, ont été réalisées grâce à des connaissances très approfondies, à la fois en mathématiques, en géométrie, en architecture bien sûr, mais aussi en astronomie. Ces pyramides sont alignées selon certains astres et elles ont influencé des architectes à travers les âges jusqu'à nos architectes à nous, ceux des bâtisseurs de cathédrales. La Banque centrale américaine a lancé un tout nouveau système de paiement qui s'appelle FedNow. Ce système a été mis en place par la Réserve fédérale américaine et il a pour but de faciliter les échanges d'argent entre les particuliers et aussi entre les entreprises pour que l'argent circule de manière instantanée et pour des frais de quelques centimes seulement. Ce système fonctionne pour l'instant que aux États-Unis, mais c'est 24 heures sur 24 et c'est 7 jours sur 7. C'est un système technologique qui est basé sur le principe des crypto-monnaies. Car sur la blockchain, on peut envoyer de l'argent à l'autre bout du monde de manière instantanée pour des frais extrêmement minimes. Aujourd'hui, le système interbancaire s'appelle SWIFT et gère les virements internationaux. Et SWIFT, c'est une coopération entre des entreprises privées et des entreprises semi-publiques. Mais il n'y a pas un seul État qui contrôle ce système de paiement. Alors il y a un aspect positif de ce nouveau système, c'est que ça accélère et ça facilite les échanges d'argent entre particuliers et entre les entreprises. Mais la contrepartie négative, c'est que ça nous amène progressivement vers une monnaie numérique de banque centrale. Mais il y a déjà ce genre d'expérience en Chine et c'est de l'argent programmable. C'est-à-dire que vous recevez votre salaire en monnaie numérique et l'État peut vous interdire d'acheter telle ou telle chose par exemple.
l'État peut aussi vous obliger de dépenser votre argent à une date limite. Donc ça veut dire qu'il y a une date de péremption de votre argent, comme sur les pots de yaourt. Donc c'est un contrôle intégral de l'État qui peut savoir absolument tout ce que vous gagnez et tout ce que vous dépensez. Ce système peut aboutir à une atteinte terrible de la liberté individuelle, qui est fondamentale. Je vous rappelle que pendant la pandémie au Canada, il y a eu des manifestations de camionneurs qui refusaient la vaccination obligatoire pour passer les frontières. Eh bien, le gouvernement de Justin Trudeau a pris des mesures pour geler les comptes bancaires des manifestants. Ce qui veut dire leur interdire l'accès à leur argent qui est en banque. Heureusement, les banques canadiennes ont refusé, mais combien de temps ça va tenir ? La technologie est faite pour nous faciliter la vie et pas pour nous contrôler. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que ça va nous faciliter la vie? Pourquoi Mouammar Kadhafi, le guide suprême de la révolution libyenne, est-il autant controversé? Il est à la fois aimé et admiré par les uns, mais aussi il est très contesté, surtout en Occident. Pourquoi celui qui voulait créer les États-Unis d'Afrique a-t-il été assassiné et par qui? Pour le comprendre, il faut remonter le temps. Mouammar Kadhafi naît dans un monde rural, dans une famille de nomades du désert. Il a seulement 9 ans quand son pays, la Libye, devient indépendant en 1951. Pendant 500 ans, le pays était sous la domination de l'Empire ottoman, et puis en 1911, le pays est envahi par l'Italie, qui en fait une colonie. La Libye devient un champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale, opposant les forces italiennes et allemandes contre les Alliés. Après la guerre, la Libye est sous administration britannique et française pendant quelques années, avant que les Nations Unies décident en 1949 d'accorder l'indépendance à la Libye. Donc en 1951, c'est le roi Idriss Ier qui s'installe au pouvoir, mais le pays reste toujours sous le contrôle des Occidentaux. D'ailleurs, comme à chaque fois en Afrique, les anciennes colonies demeurent économiquement et militairement colonisées. Kadhafi est un très bon élève à l'école et il dévore tous les livres qui lui passent entre les mains. Adolescent, il écoute avec ferveur le président Nasser, le président égyptien, qui parle à la radio. Il est subjugué par cette icône du nationalisme arabe. Il se met à lire beaucoup de choses sur la Révolution française, sur le communisme de Karl Marx, sur la révolution de Mao Tse-tung, et il comprend vite que son roi Idriss est la marionnette de l'Occident. Il y a même des bases militaires américaines en Libye et le pétrole est exploité par les USA. D'ailleurs, le pétrole coule à flot dans ce pays de seulement 1 million d'habitants à l'époque. Kadhafi voit bien que la Libye est pillée et que ses richesses ne profitent pas au peuple. Quand il entre dans l'armée, il est révolté d'être dirigé par des militaires anglais. Il ne veut pas être soumis à l'Occident, alors il va fonder une cellule de résistance qui va s'appeler le mouvement des officiers libres. Tout bascule en 1967 pendant la guerre des 6 jours. Le roi Idriss refuse d'aider les pays arabes en guerre contre Israël. Kadhafi est alors très choqué. Il le vit comme une trahison de son roi envers les Arabes qui sont en guerre contre Israël. Alors 2 ans plus tard, en 1969, Kadhafi renverse le roi libyen. C'est un coup d'État très rapide, sans aucune résistance. Tout est plié en à peine 2 heures et aucune goutte de sang n'est versée. Kadhafi a seulement 27 ans et son ambition est immense. Dès son arrivée au pouvoir, il ferme les bases américaines et il prend le contrôle de la quasi-totalité du pétrole libyen. Son grand rêve, c'est d'unifier les peuples arabes. Alors il va commencer par une alliance avec l'Égypte et avec la Syrie. Kadhafi est nourri par les discours enflammés de son héros, le président égyptien Nasser. Il voyait dans le panarabisme bien plus qu'une idéologie. Il y voyait une destinée, une renaissance. À ses yeux, l'union des peuples arabes, libérés du joug colonial, était la seule voie vers la puissance, le progrès et la dignité. Il se lance dans une course effrénée vers l'unification. Il multiplie les tentatives de fusion entre son pays et d'autres pays, comme par exemple l'Égypte, le Soudan, la Tunisie ou la Syrie. Mais son obsession, c'était vraiment l'union avec l'Égypte, qui est le berceau du panarabisme. Le président égyptien Nasser était un mentor, était un modèle pour lui. Mais la mort du Raïs en 1970 et l'accord de paix qui a été signé entre l'Égypte et Israël en 1978 vont briser net tous ses espoirs. Kadhafi, trahi et furieux, dénonce la capitulation du président Sadat, le président égyptien qui a signé la paix avec Israël, et il va rompre définitivement ses relations avec l'Égypte.
Les autres tentatives d'union vont se heurter à des obstacles insurmontables. Il y a de la méfiance entre les dirigeants arabes, il y a des rivalités historiques, il y a des intérêts divergents, que ce soit la Tunisie de Bourguiba ou le Maroc de Hassan II, tous vont se méfier de Kadhafi, cet électron libre, imprévisible et ambitieux. L'échec cuisant de l'union avec le Maroc en 1986 va marquer un tournant. Kadhafi réalise que le rêve pan-arabe n'est pas pour tout de suite. Kadhafi va lancer en Libye une révolution qui va s'appuyer sur 3 piliers: nationalisme, socialisme et islam. Il propose une sorte de troisième voie entre capitalisme et communisme. Il va rédiger son livre vert dans lequel il détaille sa vision de la politique et de la démocratie. Il va d'ailleurs s'inspirer en cela du petit livre rouge de Mao Tse-tung en Chine. Kadhafi veut mettre le peuple au milieu du système politique libyen. Il instaure la démocratie directe avec des comités populaires. Ce système est connu sous le nom de Jamahiriya, qui veut dire l'état des masses, et qui présente les caractéristiques suivantes: suppression du Parlement et des partis politiques parce que Kadhafi les considérait comme des obstacles à la vraie démocratie, et installation d'un congrès général du peuple au niveau national. Ces organes étaient censés permettre aux citoyens de participer directement à toutes les décisions importantes du pays. Des comités étaient élus pour mettre en œuvre les décisions qui étaient prises par les congrès populaires. Kadhafi envisageait de remplacer les forces armées traditionnelles par une milice populaire. Suivant le slogan « Le pouvoir, la richesse et les armes doivent être dans les mains du peuple ». Kadhafi considérait les élections comme une forme de dictature du parti majoritaire. Mais en réalité, le système mis en place par Kadhafi était une structure pyramidale ultra-hiérarchique, avec la famille Kadhafi et ses alliés qui étaient au sommet et qui exerçaient un pouvoir sans contrôle. Kadhafi avait renoncé officiellement au titre de chef d'État en 1979, mais il continue d'exercer un pouvoir absolu en tant que guide de la révolution. Mouammar Kadhafi rêve sincèrement d'une prospérité pour tous les Libyens et d'une vraie redistribution des richesses du pays. Avec les revenus en hausse du pétrole, le pays va très bien et Kadhafi veut exporter sa révolution à d'autres pays. Il finance alors plein de groupes armés qui luttent contre l'impérialisme occidental. Les Palestiniens, bien sûr, mais aussi les Black Panthers aux États-Unis et plein d'autres mouvements en Somalie, au Maroc, en Tunisie, mais aussi au Nicaragua, en Colombie et en Iran. En fait, partout où les USA soutiennent des groupes armés pro-occidentaux, Kadhafi va financer les groupes opposés. Il frappe un grand coup quand il va négocier avec les autres pays producteurs de pétrole la baisse de la production, ce qui fait mécaniquement exploser le prix du pétrole au niveau mondial. La conséquence, en 1974, c'est que la Libye devient un pays encore plus riche que la France en revenus par habitant. L'éducation publique est gratuite, tous les soins de santé sont gratuits aussi. Kadhafi va créer des garderies, des maisons de retraite et des logements corrects pour tous les Libyens. Le pays est entièrement alphabétisé et la priorité est donnée à l'éducation des femmes. Il disait que les femmes sont plus respectées en Libye qu'en Occident. Il allait même jusqu'à se glorifier d'être le premier dirigeant arabe à être un féministe. La population libyenne passe très vite de 1 million d'habitants à 6 millions d'habitants. Il rebaptise l'État libyen sous le nom de Jamahiriya, qui veut dire en quelque sorte la République du peuple. Il se proclame guide suprême et il fait tout pour se distinguer de tous les autres chefs d'État. Il va même jusqu'à s'entourer d'une garde personnelle composée exclusivement de femmes qu'il appelle les Amazones, des femmes expertes dans le maniement des armes et qui ont fait le vœu de chasteté. C'est aussi une façon de rendre hommage aux Amazones du Dahomey dans l'actuel Bénin, ces femmes combattantes qui, un siècle plus tôt, ont infligé une défaite humiliante aux armées françaises. Pour le monde diplomatique, Kadhafi est un original. Il refuse toujours de dormir à l'hôtel et il dort dans une tente qu'il plante dans un jardin à proximité de ses réunions. Il a même fait cela dans les jardins de l'Élysée quand il a été reçu par le président Sarkozy. Mais on reparlera de Nicolas Sarkozy et de Kadhafi un peu plus tard. Quand Kadhafi veut se doter de l'arme nucléaire, il se tourne vers l'Union soviétique. Il faut dire que depuis longtemps, Kadhafi entretient des liens très étroits avec l'URSS. Les soviétiques ont fourni une large gamme d'équipements militaires, des chars, des avions de combat, des missiles, des systèmes de défense. En 1974, il a même eu un accord de défense
entre la Libye et Brejnev qui garantissait une assistance militaire en cas de conflit avec la Libye. En 1981, les soviétiques ont même construit en Libye un réacteur de recherche et ils ont fourni beaucoup d'uranium. Tout cela a fortement déplu au nouveau président américain, Ronald Reagan, qui va alors demander à la CIA d'éliminer Kadhafi et de salir son image auprès de la presse. En 1986, les États-Unis iront même jusqu'à bombarder le quartier général de Kadhafi en Libye. Ils vont déverser des tonnes de bombes et les enfants de Kadhafi vont être blessés. En fait, la CIA a bien failli tuer Kadhafi lors du bombardement de son quartier général. Kadhafi va alors se venger de cette attaque 2 ans plus tard. En 1988, un avion américain qui relie Londres à New York va exploser au-dessus de l'Écosse. C'est le fameux attentat de Lockerbie qui tua 243 passagers et l'enquête va vite mener à des responsables libyens. Mais ce n'est que 15 ans plus tard que Kadhafi va accepter la responsabilité de l'attentat en versant une indemnité de plus de 2 milliards de dollars aux familles des victimes. Mais Kadhafi continuera d'affirmer qu'il n'est pas responsable de cet attentat. Face à la pression américaine, Kadhafi est de plus en plus isolé, y compris dans le monde arabe qui se divise de plus en plus face à la pression occidentale. Il faut ajouter à cela que le prix du pétrole a été divisé par 4 pendant cette période, ce qui appauvrit la Libye. Les pays arabes n'iront pas autour de la table autour de Kadhafi. Il sait alors que le panarabisme est à l'arrêt. Il va donc décider de mettre de côté le panarabisme et il va aller vers le panafricanisme. Mais les USA ne le laisseront pas mener sa lutte anti-impérialiste. Et en plus, l'Amérique veut clairement mettre la main sur le pétrole libyen. Mais tout va basculer en 2001. C'est le 11 septembre, les tours jumelles s'écroulent et le président Bush lance sa grande guerre contre le terrorisme. Il envahit l'Afghanistan et l'Irak. Kadhafi va voir Saddam Hussein tomber en à peine quelques jours. Le président irakien est capturé et pendu avec les mains derrière le dos. Le guide libyen se dit qu'il pourrait bien être le prochain sur la liste. Il va donc changer radicalement de stratégie et comme au poker, il y va au bluff et il se rapproche de l'Occident. Il condamne les attentats et il offre son aide aux Occidentaux dans leur lutte contre le terrorisme. C'est un revirement stratégique très audacieux. L'Occident est en quête d'alliés dans la région et lorgne sur le pétrole libyen. Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne s'engagent alors dans un dialogue prudent avec le guide libyen. Kadhafi veut prouver sa bonne foi et va faire des concessions majeures. Il renonce publiquement à son programme nucléaire et chimique, il démantèle ses armes de destruction et il va céder une partie de son pétrole à l'Occident. Ces gestes ouvrent la voie à une normalisation progressive. Les sanctions internationales sont levées, les relations diplomatiques sont rétablies et les contrats commerciaux fleurissent. L'Europe aussi veut signer des contrats juteux avec la Libye. Tony Blair, le Premier ministre anglais, vient voir Kadhafi devant toutes les télés du monde. Nicolas Sarkozy, lui aussi, viendra sous la tente du guide suprême. Clairement, tout le monde veut sa part du gâteau libyen. Kadhafi savoure sa revanche. Il a dupé tout le monde. Il a obtenu la levée des sanctions, il a obtenu la reconnaissance internationale, il s'offre des visites d'État, il s'affiche en grand leader africain et il s'oppose en médiateur dans les conflits régionaux. On apprendra plus tard que l'argent libyen a profité directement à la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Sarkozy est visé par une enquête, il est mis en examen pour corruption. L'affaire dure maintenant depuis 10 ans, mais tout le monde voit bien l'étrange relation entre le président français et le guide libyen. Un jour, Kadhafi est invité comme le grand ami de la France et quelques années plus tard, c'est l'ennemi à abattre. Grâce à la fin des sanctions internationales, la Libye s'enrichit de nouveau. Le pays est même élu au Conseil des droits de l'homme à l'ONU pour vous dire à quel point le rapprochement avec l'Occident a fonctionné. Il revient à la charge contre l'Occident. Il menace de nationaliser le pétrole libyen pour le donner au peuple directement. C'est une véritable gifle pour les USA qui commencent à comprendre le petit jeu de Kadhafi. L'année suivante, c'est le moment pour lui de concrétiser son plus grand rêve, son grand projet, l'union des peuples du continent africain, les États-Unis d'Afrique. À Addis Abeba, en Éthiopie, Kadhafi prend la présidence de l'Union africaine. Et c'est là qu'il dit que l'Afrique doit s'unir ou mourir. Kadhafi appelle à constituer un seul gouvernement africain, une seule armée de 2 millions de soldats
un seul passeport, plus de douane et surtout une seule monnaie unique pour tout le continent. Il reprend ainsi le vieux rêve du président du Ghana, Kwame Nkrumah, qui a consacré sa vie à unir l'Afrique. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur lui et son projet d'États-Unis d'Afrique. Vous pouvez la trouver ici, en haut sur le lien. On sait aujourd'hui que Kadhafi avait réuni un énorme stock d'or dans le but de garantir et de crédibiliser cette monnaie unique africaine. Le projet était vraiment très abouti, mais peu après cela, Kadhafi se rapproche de Moscou. Il veut négocier un accord sur le gaz. Bref, tous ces projets de Kadhafi deviennent beaucoup trop dangereux pour l'hégémonie occidentale. La vie de Kadhafi est maintenant clairement menacée. Un an plus tard, en 2011, avec les printemps arabes, qui ont d'ailleurs été largement financés par la CIA, les leaders du Maghreb tombent les uns après les autres. Les USA voient l'opportunité unique de se débarrasser de Kadhafi. Et ils vont alors armer et financer les rebelles libyens pour mettre le pays à feu et à sang. On sait maintenant grâce à Wikileaks, vous savez le fameux site de Julian Assange, que l'Occident a financé massivement les rebelles libyens contre Kadhafi. Alors bien sûr, Kadhafi n'aimait pas avoir des opposants politiques dans son pays, il les a pourchassés et il s'est fait beaucoup d'ennemis. La France de Sarkozy le sait bien et va aussi soutenir les rebelles libyens avec un accord secret, une promesse de concession sur le pétrole libyen à condition de faire chuter le guide suprême. Hillary Clinton viendra elle aussi pour soutenir les rebelles et pour négocier un accord pétrolier. Mais le peuple libyen va rester fidèle à Kadhafi. Des centaines de milliers de Libyens descendent dans la rue pour soutenir le guide. Les rebelles vont finalement perdre du terrain et c'est la décision de la dernière chance pour eux. Ils demandent à la France et aux États-Unis une intervention militaire massive pour bombarder directement Kadhafi. La France et les États-Unis vont carrément mobiliser l'OTAN qui va légaliser une intervention occidentale dont Nicolas Sarkozy sera le héros. Les avions de la coalition occidentale bombardent massivement la Libye en ciblant le pouvoir à Tripoli, mais aussi des civils dans les rues, ce qui va engendrer beaucoup de victimes et qui va profondément choquer l'opinion internationale. Une bombe de l'OTAN va tomber pile sur le convoi de Kadhafi pendant les combats. Les voitures s'enflamment, Kadhafi arrive à s'extraire de la voiture. Il va s'enfuir, il cherche à se cacher, mais il va se faire rattraper par les rebelles. Il est alors lynché, torturé et sauvagement battu à mort. La scène a été filmée, elle est sur internet et elle est d'une violence inouïe. Après 42 ans passés au pouvoir, il meurt en 2011. Mouammar Kadhafi est inhumé dans le désert libyen, dans un lieu tenu secret, pour éviter que sa sépulture ne devienne un lieu de pèlerinage. Depuis lors, le pays est plongé dans la guerre civile et le chaos politique qui dure encore aujourd'hui. En attendant, le pétrole coule toujours à flot. La compagnie pétrolière nationale libyenne est toujours l'acteur principal du pétrole libyen, mais plusieurs grandes compagnies étrangères sont déjà bien présentes en Libye. La société italienne Eni, la société française Total, la société autrichienne OMV et la société russe Rosneft. Le franc CFA est un pilier de la domination de la France sur ses anciennes colonies. C'est en 1945 que la France crée le franc CFA comme monnaie unique pour tout son espace colonial en Afrique. Dans le franc CFA, CFA veut dire colonie française d'Afrique. Le franc CFA jouissait d'une parité fixe avec le franc de la métropole. Et c'est pareil avec l'euro depuis 2001 puisque c'est la monnaie adoptée par la France. Mais dès le départ du franc CFA, le problème de cette parité, c'est que ça désavantageait les colonies françaises. Et cela servait abondamment les intérêts économiques de la France. En fait, ce franc CFA permettait à la France d'exporter beaucoup plus facilement ses produits vers les colonies. Et ça permettait à Paris d'échanger avec toutes ces colonies sans émettre de réserve de change, puisque le franc CFA a été émis et frappé en France. Donc fin des années 1950, début des années 1960, au moment de l'indépendance de tous ces pays, les anciennes colonies ont été obligées, voire même contraintes, d'utiliser, de garder le franc CFA comme monnaie nationale. Et la parité fixe garantie par la France nécessite que tous ces pays mobilisent et envoient 50% de leurs réserves d'argent dans un compte spécial en France. Les billets CFA sont imprimés en France et la France contrôle l'émission monétaire du franc CFA. Presque 8 décennies plus tard, la France continue d'asseoir sa domination monétaire sur toutes ses anciennes colonies. À ce jour, encore 14 pays d'Afrique, parmi les plus peuplés comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Cameroun,
utilisent encore le franc CFA. Le franc CFA ne permet pas à ces pays de définir des stratégies monétaires qui correspondent à leur politique économique à l'international. Pire encore, l'indexation du franc CFA à l'euro assujettit les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale aux orientations de la politique monétaire européenne. Et bien souvent, la politique de l'Union européenne va à contresens des intérêts des pays d'Afrique. Et tout ceci va conduire à des politiques d'austérité et donc à des coupes budgétaires au niveau de l'État. Et ça conduit aussi à une politique monétaire plus restrictive qui implique moins d'argent disponible pour les banques centrales africaines et des taux d'intérêt très élevés pour les gens, le grand public, les citoyens qui voudraient simplement emprunter pour acheter une maison ou une voiture. Cette servitude monétaire est devenue tellement insupportable que ça y est, les choses vont enfin changer. De nombreux pays d'Afrique de l'Ouest vont progressivement abandonner le franc CFA. Bon, il a fallu quand même l'accord du président Macron. Vous voyez, la France se mêle de tout. Et ces pays vont avoir une nouvelle monnaie qui va s'appeler l'ECO. Mais c'était prévu pour 2020, et puis il y a eu des contretemps, et puis maintenant c'est repoussé à 2027 ou 2028. Mais laissez-moi deviner, est-ce que Paris va vraiment abandonner cette emprise et ce pouvoir qu'il a sur ses anciennes colonies ? Vous avez certainement dû remarquer ces lignes droites sur la carte de l'Afrique et vous vous êtes peut-être déjà demandé mais comment se fait-il que des frontières géographiques puissent être aussi droites ? La réponse est simple, on a pris un crayon et une règle et on a tracé des lignes. C'est le résultat de la conférence de Berlin en 1885 qui réunit toutes les grandes puissances européennes et qui décide de se partager l'Afrique. Ils ouvrent alors une grande carte du continent, elle est complètement vide et ils disent ici ce sera à toi et ici ce sera à moi. Alors ils prennent leur crayon et ils tracent des frontières en ligne droite sans penser un seul instant qu'il y a des millions d'êtres humains sur ce continent qui ont des milliers d'années d'histoire et de culture et qui ont déjà leurs frontières propres. L'important pour les Européens, c'est d'occuper un endroit stratégique en dépit de toute logique. Il ne s'agit pas de construire un pays cohérent et viable, non, simplement d'exploiter le sol comme s'il était inhabité. Prenons l'exemple frappant de la Gambie. Regardez cette longue bande de terre enclavée dans l'immense Sénégal. La Gambie est un pays de 320 km de long et à peine en moyenne 40 km de large. Et il y a en Gambie plus de 2 millions d'habitants. La colonie anglaise était installée depuis longtemps sur l'embouchure du fleuve Gambie. Et ils ont construit un pays tout le long du fleuve Gambie qui était très, très utile pour transporter les matières premières. Et tout autour de ce pays, c'est donc le Sénégal qui a été colonisé par la France. L'Angleterre et la France ne se sont jamais mis d'accord pour résoudre ce problème. Résultat des courses, des familles divisées, des conflits géopolitiques permanents, un système commercial totalement chamboulé et par-dessus tout des frontières qui n'encouragent absolument pas le développement du pays. La façon dont les colons ont tracé les frontières ont divisé des groupes ethniques multimillénaires, les éloignant de leur territoire de rituels, de culture, de chasse et de pêche. Combien de peuples se sont trouvés éparpillés à travers plusieurs États ? Au début des années 1960, quand les États africains deviennent indépendants, l'Union africaine décide de ne pas ouvrir la boîte de Pandore et ne veut pas redessiner les frontières. C'était évidemment un problème très complexe à l'époque et ça le reste encore et toujours aujourd'hui. Et regardez cette carte au Moyen-Orient, c'est pareil avec la Syrie, l'Irak, le Liban, la Palestine. Après la Première Guerre mondiale, les pays vainqueurs se sont découpés le Moyen-Orient avec pareil une règle et un crayon. Comme l'a dit le Premier ministre britannique lors de la conférence de Berlin 1885, je vous lis, « Nous nous sommes mis à tracer des lignes sur des cartes, là où l'homme n'avait jamais mis les pieds. Nous nous sommes partagés des montagnes, des rivières et des lacs, gênés seulement par le fait que nous ne savions pas exactement où c'était. » Alors vous voyez sur cette photo, c'est l'Ayatollah Khomeini qui arrive en triomphe à Téhéran. Il descend d'un avion de la compagnie Air France et pourtant c'est l'ennemi juré de l'Occident et de la France. Pour comprendre cela, il faut savoir qu'avant Khomeini, l'Iran est dirigé par un roi qui s'appelle Mohammad Reza Pahlavi. On l'appelle le Shah d'Iran parce que Shah en persan ça veut dire le souverain. Et justement, le Shah d'Iran est soutenu depuis longtemps par les Occidentaux et surtout les États-Unis. C'est le troisième fournisseur de pétrole au monde et c'est la plus grande puissance militaire de la région. Le Shah d'Iran veut industrialiser son pays, il veut le faire avec l'aide de l'Occident, mais il oublie de s'occuper des campagnes iraniennes qui vivent toujours sans eau ni électricité. Il reste sourd à la colère du peuple, il devient très autoritaire.
Et surtout, il se permet de faire monter les prix du pétrole, ce qui a le don d'irriter profondément les Américains. Dorénavant, pour les Américains, le Shah devient un abominable dictateur parce qu'ils n'en ont plus besoin. Et avec l'aide de la France, ils vont préparer la relève politique de l'Iran, et c'est pour ça que le président français Giscard d'Estaing reçoit l'opposant politique numéro 1 du Shah d'Iran, le célèbre Ayatollah Khomeini. Khomeini est accueilli en France en 1978 comme un hôte de marque. Il a 76 ans et pourtant il reçoit tous les grands journalistes français. Il est interviewé par TF1, des journalistes célèbres, etc. Il parle d'une république modérée, il se veut pacifique, libéral, démocrate. Les Occidentaux ont donc décidé de se débarrasser du Shah d'Iran pour jouer leur nouvelle carte qui s'appelle Khomeini. En plus, la France veut signer des contrats juteux avec l'Iran. Il y a des contrats en vue pour Airbus, pour Thomson et pour la RATP qui doit construire le métro à Téhéran. Finalement, le Shah d'Iran va être contraint à l'exil en 1979 et c'est le grand retour de Khomeini après 15 ans d'exil qui arrive dans un Boeing 747 d'Air France. Il atterrit à Téhéran, la foule est en liesse. La République islamique est proclamée. Khomeini avait promis au président américain Jimmy Carter de protéger les intérêts américains, mais il n'en sera rien, puisque quelques mois plus tard, c'est la fameuse prise d'otage dans l'ambassade américaine à Téhéran. Ce sont des partisans de l'ayatollah Khomeini qui retiennent en otage dans l'ambassade 52 Américains. Et la vengeance de l'Occident viendra par l'Irak. Les États-Unis et la France vont armer massivement Saddam Hussein, le leader irakien, qui va donc attaquer l'Iran. Et ça va donner 8 ans de guerre, une guerre terrible qui va faire 1 million de morts. Alors on me demande pourquoi il y a 2 Irlandes. Eh oui, le pays est coupé en 2 pour des raisons politiques et religieuses. Et ça va me permettre de parler des catholiques et des protestants, qui sont pourtant 2 religions chrétiennes, mais qui se sont séparées. Voilà, l'Irlande, c'est cette grande île qui est au large de l'Angleterre. Le nord fait partie du Royaume-Uni. Le sud est indépendant, c'est la République d'Irlande. Il y a eu des conflits, des siècles de conflits entre l'île et l'Angleterre. L'Irlande était entièrement unie, entièrement catholique, comme tout le reste de l'Europe. Et il s'est passé un événement majeur avec le roi Henri VIII qui a tout changé pour cette île. Voilà, ça c'est le roi d'Angleterre, Henri VIII, dans les années 1530. Et c'est un roi catholique, comme tous les rois. Mais sa femme ne peut pas lui donner de fils pour l'héritier, comme héritier du royaume. Donc il veut faire annuler le mariage par le pape. Le pape refuse. Et c'est alors que Henri VIII décide de rompre avec l'Église catholique et de créer une religion protestante qui va s'appeler l'anglicanisme. À l'époque, c'est aussi le début de Luther, c'est aussi le début de la réforme protestante. Donc il est évidemment influencé par ces idées et il va créer sa propre religion, la religion de l'Angleterre, l'anglicanisme. Alors anecdote, Henri VIII a eu 6 épouses, je pense que vous les voyez ici. Il a finalement eu un fils qui s'appelle Édouard VII qui a régné, mais qui n'a pas régné longtemps d'ailleurs. Et il a quand même fait couper la tête à 2 de ses épouses pour des problèmes personnels. Ensuite, il y a eu beaucoup de migration entre l'Angleterre et l'Irlande, qui a donc vu arriver une population protestante. Et progressivement, il y a eu une population catholique et protestante qui ont cohabité en Irlande jusqu'au clash. Les protestants du Nord veulent rester rattachés à l'Angleterre, rester dans le Royaume-Uni, et les catholiques d'Irlande voulaient un pays indépendant. 1919, c'est la guerre d'indépendance irlandaise entre les catholiques et les protestants. Les catholiques sont représentés par l'IRA, Irish Republican Army, qui lutte dans une guerre de guérilla contre l'armée anglaise. Et ça a fait beaucoup de dégâts et ça a duré quelques années. Donc ensuite, il y a eu des accords de paix avec l'Angleterre. Donc finalement, il y a eu la partition de l'île. Le nord est rattaché au Royaume-Uni et le sud est un pays indépendant qui s'appelle la République d'Irlande, qui fait partie de l'Union européenne. Et d'ailleurs, il y a eu énormément de problèmes au moment du Brexit, le Brexit, c'est-à-dire que l'Angleterre a quitté l'Union européenne, le Royaume-Uni a quitté. Donc vous voyez, cette frontière, en fait, c'était la frontière entre l'Union européenne et un pays qui n'est pas membre, qui est l'Angleterre. Donc cette frontière-là a causé énormément de problèmes et de négociations qui ont duré des années. L'IRA, l'Irish Republican Army, a fait beaucoup d'attentats dans les années 70-80 pour réunir l'ensemble de l'Irlande et pour que les catholiques qui vivent dans le nord de l'Irlande, donc qui vivent dans la partie Royaume-Uni, puissent se rallier aux Irlandais du Sud et finalement unir l'ensemble de l'île. Donc ils n'y sont pas arrivés, il y a eu des accords politiques, finalement l'Irlande reste en l'état comme ça et l'IRA a stoppé ces attentats. Mais finalement cette guerre d'Irlande rappelle les guerres de religion entre catholiques et protestants.
Je vous ferai une vidéo là-dessus prochainement. Ça, c'est Martin Luther qui, au tout début du XVIe siècle, décide de rompre avec l'Église de Rome, avec l'Église catholique, pour de nombreuses raisons. Une qui est très emblématique, c'est la construction de Saint-Pierre de Rome qui a été faite en vendant des indulgences. Donc l'Église a besoin d'argent et l'Église propose des bouts de papier où il est écrit que vous irez au paradis si vous achetez ces bouts de papier. Donc c'est comme ça que l'Église a amassé beaucoup d'argent pour construire le Vatican tel qu'il est encore aujourd'hui. Et ça a révolté beaucoup de gens, dont Luther, Martin Luther, qui a lancé donc cette nouvelle religion, ce nouveau mouvement chrétien qui s'appelle le protestantisme. Mais ça, c'est une longue histoire. Bon, vous avez certainement entendu parler de la polémique concernant le tableau de Léonard de Vinci où on voit Jésus et les apôtres. Cette scène a été reprise lors de la cérémonie d'ouverture des JO à Paris et a provoqué une très vive polémique parce que le personnage de Jésus est moqué, parce que ce tableau de Léonard de Vinci est repris par notamment des drag queens et cela a choqué une communauté. Mais alors je me suis dit, ce tableau de Léonard de Vinci, il est tellement unique et tellement exceptionnel que je vais vous en parler. Cette œuvre a été peinte par Léonard de Vinci directement sur les murs d'un couvent à Milan en pleine Renaissance. Et cette œuvre s'appelle la Scène parce que le mot cena en italien, ça veut dire repas. Et il s'agit bien du dernier repas que Jésus donne avec ses apôtres avant d'être dénoncé aux Romains et d'être crucifié. Et ce qui est vraiment étonnant dans cette œuvre, c'est que ça représente le moment très précis où Jésus annonce à ses apôtres que quelqu'un va le trahir. Et là, c'est la stupeur, c'est l'interrogation, c'est la désolation. Si vous regardez un peu chacun des visages des apôtres autour, ils sont en train de s'interroger sur l'énigme de cette parole de Jésus, en train de se dire « mais qui a pu dénoncer le maître ?» Vous remarquerez le visage de Jésus, donc qui est bien au centre de la composition. Il a l'air effectivement résigné et très attristé par ce qu'il vient d'annoncer à ses 12 apôtres. Les apôtres sont peints par groupe de 3. Vous remarquerez qu'il y a 4 groupes de 3 apôtres. Sur la gauche de la scène, il y a Judas, et on reconnaît Judas parce qu'il tient dans sa main une bourse d'argent, parce qu'en fait, Judas a trahi Jésus pour de l'argent. Et puis, il y a cette polémique concernant l'apôtre Jean, qui est juste à la droite de Jésus, qui, si vous regardez bien, a des traits vraiment féminins. Donc, il y a des théories qui évoqueraient l'idée que ce soit plutôt Marie-Madeleine. Et ça viendrait totalement perturber la vision très catholique de ce dernier repas du Christ. Donc ce tableau a marqué profondément l'histoire de l'art, mais aussi l'histoire du catholicisme. Et c'est pour ça qu'il est au cœur de la polémique. En général, dès qu'il est utilisé, ou dès qu'il est détourné, ou dès qu'il est évoqué, ça crispe toute la communauté catholique. Donc comme vous le savez, et selon la Bible, juste après ce repas, ce dernier repas, Jésus est arrêté par les Romains et crucifié. Certains de ces apôtres continueront d'évoquer l'histoire de Jésus et ces histoires deviendront des évangiles et on peut dire que les évangélistes sont donc des biographes du Christ. Et alors pour finir, pourquoi Jésus-Christ ? Jésus c'est son nom et Christ ça vient de Christus en latin qui veut dire le Messie.